Obtenir de l'obscurité en superposant de la lumière et du silence en additionnant du bruit. Éliminer les bruits parasites pour mieux écouter sa musique préférée. Observer des franges d'interférences lumineuses contrastées qui disparaissent. Voir des flaques d'huile de toutes les couleurs. Admirer des ailes de papillons bariolées et des écailles de poissons multicolores. Jouer à cache-cache derrière des fentes avec des particules subatomiques. Mais qu'y a-t-il de commun entre tous ces phénomènes? Deux ondes lumineuses peuvent se superposer. On dit qu'elles interfèrent. Il en est de même de deux ondes acoustiques ou de deux ondes de matière. La somme de deux ondes, de même fréquence et de même nature, en phase, conduit à une amplitude globale importante, alors que la somme de ces deux ondes, cette fois en opposition de phase, a pour conséquence une amplitude globale faible. On comprend ainsi le fonctionnement des casques à réducteur de bruit dont le principe est de superposer à un bruit désagréable, comme le son d'un moteur de réaction par exemple, ce même son traité mathématiquement en temps réel pour le rendre en opposition de phase. Nous allons, dans cette vidéo de la collection La physique animée, consacrée aux interférences sonores, présenter l'expérience des fentes Young acoustiques, et nous montrerons en effet que la somme de deux bruits peut bien conduire à du silence. Nous allons présenter l'équivalent de l'expérience des fentes Young avec des ondes acoustiques. La première expérience que l'on peut réaliser est de placer une source sonore, un GBF, et deux haut-parleurs qui représenteront les deux fentes Young. On sonde l'espace ponctuellement en se bouchant une oreille et on perçoit des variations dans l'intensité sonore. En choisissant une fréquence de 3 kHz, la longueur d'onde est de l'ordre de la dizaine de centimètres. Et en se déplaçant légèrement, on perçoit clairement une palette d'intensité avec des zones pour lesquelles le son est puissant et des zones pour lesquelles il paraît très amoindri. Cette expérience fonctionne particulièrement bien physiologiquement due à la réponse en sensibilité logarithmique de l'oreille. Maintenant, pour visualiser ces sensations, utilisons un système d'émetteur-récepteur ultrasons qui permet de travailler plus facilement sur une paillasse. De la même manière, les deux émetteurs sont alimentés par un GBF à une fréquence proche de 40 kHz et nous sondons l'espace avec un récepteur relié à un oscilloscope. Dans un premier temps, si l'on n'alimente qu'un seul émetteur, sur le récepteur, nous percevons simplement une forte amplitude face à l'émetteur, puis le signal s'atténue avec l'éloignement. Lorsque les deux émetteurs sont alimentés, observons maintenant le signal reçu. Il y a des zones de l'espace pour lesquelles le signal devient très faible et d'autres pour lesquelles l'intensité est forte. Plaçons-nous sur un minimum d'énergie et débranchons un émetteur. Lorsqu'on enlève une source, le signal devient plus fort. Étonnant, non? Mais pourquoi obtient-on soit davantage de bruit, soit au contraire du silence? Les ondes émises par les deux émetteurs sont sinusoïdales et de même fréquence. Elles se superposent en un point M quelconque de l'espace en ayant parcouru des distances différentes. Elles sont déphasées l'une par rapport à l'autre. Si le déphasage est égal à π, ou un multiple impair de π, les deux ondes se retrouvent en opposition de phase. Ainsi, du bruit plus du bruit conduit à du silence. Par contre, si le déphasage est un multiple de 2π, les deux ondes sont en phase. L'intensité sonore augmente. Nous allons maintenant exprimer le déphasage entre les deux ondes au point M. On note, petit a, la distance entre les haut-parleurs situés en O1 et O2. O est au centre des haut-parleurs, et D représente la distance qui sépare le plan des haut-parleurs et le point M. On va calculer delta, la différence de distance parcourue par les deux ondes, encore appelée différence de marche. Les amplitudes à l'instant t des deux ondes acoustiques peuvent s'écrire au point M du champ d'interférence, S1 égale grand A cosinus de 2π fois la fréquence fois le temps, et S2 égale grand A cosinus de 2π fois la fréquence et le temps moins phi, où grand A est l'amplitude maximale commune des deux ondes, et phi le déphasage de l'onde provenant du deuxième haut-parleur par rapport à celle provenant du premier. L'amplitude de la deuxième onde peut encore s'écrire
S2 égale grand A cosinus de 2π fois la fréquence, facteur de t moins phi sur 2π fois la fréquence. Le terme phi sur 2π fois la fréquence correspond au retard temporel pris par la deuxième onde par rapport à la première, égale par ailleurs à delta sur c, où c est la vitesse des ondes acoustiques dans l'air de l'ordre de 340 mètres par seconde. Finalement, avec lambda égale c sur f, la longueur d'onde, on obtient delta égale lambda sur 2π fois le déphasage, ou phi égale 2π fois la différence de marche sur la longueur d'onde. Par conséquent, du bruit plus du bruit donne du silence si le déphasage égale 2p plus 1 fois π, ou la différence de marche égale p plus 1 demi fois lambda, où p est un entier relatif. Et du bruit plus du bruit donne encore davantage de bruit si phi égale 2p fois π, ou delta égale p lambda, où p est un entier relatif. Soit x, l'abscisse du point M situé dans le champ d'interférence. La différence de marche vaut delta égale distance O2M moins distance O1M, qui peut encore s'écrire vecteur O2M scalaire U2 moins vecteur O1M scalaire U1, où U1 et U2 sont les vecteurs unitaires des droites O1M et O2M. Si le point M est loin des deux haut-parleurs, autrement dit grand D beaucoup plus grand que petit a, on peut alors confondre les vecteurs unitaires U1 et U2 avec le vecteur unitaire U de la droite OM et écrire delta à peu près égal au vecteur O2-O1 scalaire U. En notant θ l'angle entre l'axe OZ et la droite OM, delta devient à peu près égal à A sinus θ, et finalement, en supposant θ faible, θ de l'ordre de Aθ, soit AX sur D. Et le déphasage vaut phi égale 2π AX sur lambda D. Reprenons l'expérience avec les émetteurs et récepteurs ultrasonores et mettons-la en parallèle avec l'expérience précédemment réalisée sur le phénomène de battement. Pour obtenir des battements, nous utilisions deux sources légèrement décalées en fréquence. En un point de l'espace, on observe que l'intensité du son est modulée. Maintenant, lorsque l'on déplace une source sonore, on observe que, dans le cas des battements, le signal garde la même allure, alors que dans l'expérience mettant en évidence le phénomène d'interférence, ce n'est plus le cas. Le signal est sensible à la phase. Nous avions déjà mis en évidence cette propriété dans la vidéo sur les moirés en superposant deux mires de points de même pas.